Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast de la page Facebook Lumière médiévale du nord de la France. Alors aujourd'hui je voudrais revenir avec vous un petit peu plus précisément sur le nord de la France au Moyen-Âge et justifier par là le changement de titre que j'ai effectué. Vous avez sans doute remarqué que j'ai appelé ma page Facebook, que j'ai rajouté le complément du nord de la France à Lumière médiévale, et je voudrais m'en expliquer un petit peu avec vous dans ce premier podcast, qui j'espère sera le début d'une longue série, car dans les podcasts qui suivront probablement, j'aimerais approfondir cette idée que le Nord a eu un rôle déterminant à chacune des trois périodes du Moyen-Âge qu'on découpe, qu'on distingue actuellement dans l'historiographie. Donc je voudrais revenir très brièvement dans ce podcast sur ces trois périodes, et je les approfondirai par la suite sur ma page et dans d'autres podcasts. Alors tout d'abord, on a l'habitude de distinguer trois périodes du Moyen-Âge et de les appeler le Haut Moyen-Âge, du 5e au Xe siècle, le Moyen-Âge central, du 11e au 13e, et le Bas Moyen-Âge, du 13e au 16e. Eh bien, je vais garder ces découpages, mais simplement renommer chacune de ces périodes, à savoir l'époque franque, l'époque féodale et l'époque gothique. Pourquoi ces noms ? Je vais y revenir, mais ils me serviront à chaque fois à insister sur le rôle déterminant qu'a joué la région nord de la France dans chacune de ces trois périodes. Alors, quelle est exactement la région dont je parle ? Parce que le nord de la France, c'est très vague. Eh bien, j'entends plus précisément la région qui est située entre Tournai et Reims. Donc Tournai, vous le savez sans doute, c'est situé en Belgique. Reims dans la Marne, et entre les deux, il y a la région actuelle des Hauts-de-France, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Donc en gros, ma région couvre 4 régions actuelles, une partie de la Belgique wallonne, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et un morceau de la Champagne, plus précisément la région de Reims. Alors en effet, dans un premier temps, je voudrais revenir sur le premier Moyen-Âge, entre guillemets, que j'appelle l'époque franque, et vous montrer que déjà à cette époque-là, cette région, que j'appellerai maintenant toujours du Nord, et vous devrez comprendre par là à chaque fois la région Tournai-Reims, eh bien, a déjà donc effectivement beaucoup de choses à son actif à cette période-là. Tout d'abord, donc, c'est le lieu d'installation des premiers francs. C'est le premier lieu de la présence franque en territoire romain, cette région-là. Cette région qui s'appelait à l'époque Belgique seconde, qui correspond à la frontière nord de l'Empire romain dans sa partie occidentale. Dans cette région qui avait pour capitale déjà à l'époque Tournai, se sont installés les Francs qui venaient de la Germanie actuelle, puisque les Francs sont un peuple germanique. Et c'est donc le berceau de la première dynastie mérovingienne, dont le personnage central est évidemment Clovis, qui, né sans doute à Tournai, descendra, une fois qu'il aura remplacé son père dans le commandement de la province, vers Soissons, qu'il élira comme deuxième capitale de son nouveau royaume, qu'il grignote sur l'Empire romain finissant, puis ensuite Paris, comme troisième capitale. Donc l'axe Tournai-Soissons-Paris, l'axe quasi vertical, est déjà celui, premier axe du monde franc dans l'ancien territoire de l'Empire romain. Et c'est également à Reims que Clovis sera baptisé avec une centaine, voire sans doute beaucoup plus, de ses soldats autour de Reims par l'évêque Saint-Rémy. Donc voilà pour l'entrée de cette région dans l'histoire médiévale. La deuxième importance de cette région, c'est celle qui concerne les dynasties, parce que non seulement Tournai est le berceau de la dynastie mérovingienne, comme je viens de vous le dire, et comme vous le saviez sans doute, mais c'est aussi le berceau de la dynastie carolingienne. Alors c'est un peu plus discutable peut-être, on identifie les ancêtres de Charlemagne dans la région de Metz et Thionville, donc plutôt en Lorraine actuelle, mais toujours est-il que Pépin de Herstal, par exemple,
au 7e siècle, qui est un des ascendants de Charlemagne, eh bien, il est né dans la région de Herstal, en fait, dans la région de Liège. Donc, à la frontière entre la Belgique et les Ardennes françaises actuelles. Et enfin, Hugues Capet, qui devient roi des Francs en 987 et qui inaugure la dynastie des Capétiens, dont les Bourbons, les Valois et les Bourbons ne sont qu'une branche, finalement, eh bien, Hugues Capet a pour ville natale Senlis. Donc vous voyez que Tournai, Liège, Ardennes, Metz, disons, et enfin Senlis, sont 3 zones géographiques, comprises plus ou moins dans ce territoire de l'ancienne Belgique seconde, et qui ne donnent rien de moins que naissance aux 3 grandes dynasties monarchiques franques puis françaises. Donc c'est quand même pas rien, d'une certaine manière. Dans un second temps, je voudrais vous parler de cette région à l'époque féodale, puisque un petit peu avant l'an 1000, car c'est les alentours de l'an 1000 que je voudrais couvrir avec vous ici très rapidement, un peu avant l'an 1000 donc, se constituent les grands comtés sur les ruines du monde franc, qui est passé des Mérovingiens aux Carolingiens et des Carolingiens aux Capétiens. Et dans ce nouveau monde où le royaume est concentré autour de Senlis et quelques villes, Paris, Reims, eh bien, il y a de grands féodaux qui vont commencer à émerger. Donc le comté de Flandre est créé en 866 par Baudouin, ainsi que le comté de Champagne, et également le comté de Vermandois, qui recouvre différentes régions de la Picardie actuelle. Les Flandres, elles, recouvrent plutôt l'équivalent du Nord-Pas-de-Calais actuel et de la Belgique, jusqu'à Bruges-Gand. Et la Champagne, évidemment, c'est plutôt Reims, Troyes ou encore Provins. Alors, cette époque féodale, elle est mise en place dans le Nord lui-même, à l'intérieur de la région, puisque les premiers à théoriser la société d'ordre, ce sont 2 évêques, à savoir Gérard de Cambrai et Adalbéron de Laon. Laon qui était déjà la capitale des derniers rois carolingiens, avant qu'Hugues Capet accède au trône, de la fin du 9e siècle à 987, donc pendant quasiment 100 ans en fait. Et donc à Laon, un évêque va théoriser cette société des 3 ordres, qui caractérise la société féodale, vous savez, c'est-à-dire les milites qui combattent et défendent la ville ou le royaume, les laboratores qui l'alimentent, les paysans notamment, et les oratores, c'est-à-dire les hommes d'église qui vont prier et assurer le salut du royaume. Donc les théoriciens même de cette société des 3 ordres, qui correspond entre autres à la société féodale, sont des évêques du Soissonnais ou de la Flandre. Il y a un deuxième aspect de la féodalité dans lequel le Nord s'illustre, joue un rôle important, c'est l'aspect militaire, puisque à cette époque-là, les grands seigneurs vont se croiser, notamment en 1095 à l'appel d'Urbain II, et ils vont aller en Terre Sainte pour prendre Jérusalem 4 ans plus tard, en 1099. Or, les chevaliers flamands, notamment, s'illustrent particulièrement à cette époque-là, puisque Godefroy de Bouillon et son frère, Baudouin, natif de Boulogne-sur-Mer, une des villes du comté de Flandre à l'époque, sont les principaux artisans de la prise de Jérusalem, et Baudouin deviendra le premier roi latin de Jérusalem. Donc ce sont des chevaliers flamands qui, avec d'autres, poussent les portes de Jérusalem et donnent naissance à une longue dynastie de Baudouin dans les rois latins de Jérusalem. Et ce Baudouin, donc ce nom de Baudouin, vient des Flamands, car Baudouin était également le nom du premier comte de Flandre. Ensuite, je vais très vite passer, après l'époque féodale, donc autour de l'an 1000-1100, je voudrais directement passer à l'époque que j'ai appelée gothique, c'est-à-dire 13e, qui s'étend du XIIIe au XVe siècle, et insister cette fois sur le rayonnement sans précédent du Nord, sur le plan architectural en particulier, mais aussi littéraire et artistique de manière générale. Donc, en cette période de 12e, 13e siècle, à la fin de l'époque féodale, disons, la bataille de Bouvines étant une frontière entre les deux en 1214, puisque c'est l'écrasement du comté de Flandre par le roi de France,
Eh bien, dans cette époque féodale finissante, donc, commence une ère de création artistique assez exceptionnelle, puisque, en particulier dans la région du Nord, c'est-à-dire, euh, entre autres en Picardie, mais plus généralement dans la région dont j'ai parlé tout à l'heure, toujours l'axe Tourne et Reims, puisque après les premières églises gothiques construites dans le bassin parisien, en particulier Saint-Denis et Sens, va être une dizaine d'années plus tard construite celle de Noyon en 1145. Noyon, c'est dans l'Aisne actuellement, donc encore en Picardie. Ensuite celle de Cambrai 3 ans plus tard, celle de Laon en 1155, celle d'Arras en 1160, 3 ans avant celle de Notre-Dame de Paris. Et au début du XIIIe siècle, ce sera le tour d'Amiens et de Beauvais, 2 autres très grandes cathédrales. Amiens étant finalement la plus grande cathédrale de France avec 200 000 m3 et 42,50 m de hauteur sous la voûte. Donc c'est l'épanouissement de l'art gothique, de l'architecture gothique, sur laquelle j'ai malheureusement pas trop le temps de venir parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle, mais en tout cas cet art, en architecture mais aussi en peinture ou en sculpture, et également en musique, même si c'est plus rare de parler de musique gothique, on parlera plutôt de l'école franco-flamande du XIIIe au XVIe siècle, qui s'épanouit à cette époque-là sur le territoire de la Flandre et de la France du Nord. Eh bien, voilà, cette région connaît une expansion de l'art gothique qui n'a pas vraiment de précédent et n'a pas d'équivalent, car les plus grandes cathédrales sont construites dans cette région, mais aussi les plus finement sculptées, les plus finement conçues. Voilà, donc c'est peut-être là que s'épanouit le plus cet art qui sera devenu un peu démodé à la Renaissance, mais qui couvrira 300 ans d'histoire culturelle. D'ailleurs, Amiens et Beauvais, ainsi que Laon et Noyon, d'ailleurs, vous pouvez encore les admirer aujourd'hui. Alors je voudrais enfin, pour terminer ce propos déjà long, revenir sur les causes peut-être du déclin de cette zone dès la fin du Moyen-Âge, mais jusqu'à aujourd'hui finalement, donc pendant plusieurs siècles, c'est l'histoire d'un long et douloureux déclin. Je pense que comme c'était enfin ça n'est pas je pense d'ailleurs, c'est comme ça a été, et c'est toujours un grand carrefour entre plusieurs pays, entre plusieurs mondes culturels, eh bien c'est à la fois une région qui est culturellement foisonnante et également très menacée. Dès qu'il y a un conflit, les invasions commencent dans cette région-là. Je voudrais prendre pour exemple déjà les grandes batailles de la guerre de Cent Ans. Déjà la bataille de Bouvines, avant la guerre de Cent Ans, une victoire française. Mais au siècle suivant, la bataille de Crécy, en 1346, et la bataille d'Azincourt, en 1415, au siècle suivant, en pleine guerre de Cent Ans. Eh bien déjà, au cours de ces batailles, on voit la noblesse du nord de la France écrasée, payer le plus lourd tribut humain, et c'est pour vous dire, sur 6000 morts de la bataille d'Azincourt côté français, on dénombrera à peu près 4000 qui viennent du nord, et c'est une saignée pour la noblesse française du nord, une saignée considérable dont on a longtemps ressenti les effets dans la région. Mais je reviendrai tout ça plus en détail sur des podcasts, sur ma page et dans des podcasts suivants. Voilà peut-être donc pour une des causes du déclin de cette région et de destruction après son rayonnement, c'est-à-dire les guerres entre la France et l'Angleterre, la France, la Bourgogne, et à l'époque beaucoup plus moderne et contemporaine, l'Espagne et surtout l'Allemagne au XXe siècle. Voilà donc pour ce propos qui couvre une très longue période. J'espère que vous avez apprécié ce premier podcast, que vous avez plus ou moins approuvé ce que j'ai dit. Et puis, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et on se retrouve sur ma page Facebook, puis dans les prochains podcasts très rapidement. Bonne continuation et merci de votre écoute.